Bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais la plus grande partie de cet itinéraire a été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour nous constituer en humanité, et aujourd'hui, on voit la plus grande partie du chemin est constituée. D'abord, nous nous sommes répandus sur la planète, nous nous sommes acclimatés, adaptés à chaque environnement, nous avons compris entièrement notre monde, et puis maintenant, nous avons depuis quelques siècles, depuis même quelques millénaires, nous avons entrepris une avancée vers l'unité. Nous sommes en train de nous unifier et nous finirons par nous unifier. On a construit toutes les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. Ça ne fonctionne pas très bien parce que ça en est à son balbutiement. C'est comme les premiers avions, ils se cassaient la figure au bout de 100 mètres ou 200 mètres, et puis maintenant, c'est devenu ce que c'est devenu. Donc, c'est le même principe. Le système universel est à son début, donc il est encore perfectible, largement perfectible, mais on le rendra totalement parfait. Alors cette perfection que nous poursuivons, elle est effectivement cette unité, la paix universelle, etc., tout ce qui va avec. On construit un paradis, donc on peut imaginer ce que peut être un paradis. Mais le fond, c'est l'accession à l'extase. Parce qu'en fait, c'est pour ressentir quelque chose que nous sommes présents. En fait, c'est la sensation qui est la plus importante. Et ça me fait penser qu'en fait, quand on a peur d'être submergé par l'intelligence artificielle, par les robots, etc., etc., la chose que l'humanité ne pourra pas, que rien ne peut remplacer, c'est la sensation, c'est ce qu'on ressent dans les temps de bonheur, dans l'état amoureux, dans l'état de plaisir, etc. Et c'est pourquoi le plus haut sommet du bonheur, de la sensation physique, le niveau le plus haut et indépassable, c'est l'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là, la béatitude, voilà, cet état de sérénité absolue, de jouissance absolue, c'est un état de véritable jouissance. Pour avoir expérimenté cet état de façon accidentelle pendant une semaine, eh bien, je peux dire que pour moi, il n'y a pas d'état au-dessus au niveau sensation. Il n'y a pas de sensation supérieure à ça. C'est un état extraordinaire. Et donc l'humanité va vers cette finalité. Et dans son ensemble, c'est l'ensemble humain, c'est pas un petit groupe humain qui atteindrait ça pendant que les autres ne l'attendraient pas. Alors, je vais reprendre l'écoute d'un podcast à partir duquel je brode un peu. C'est sur la pensée avant Socrate. C'était sur France Culture, Les chemins de la philosophie, une émission. La pensée pré-socratique. L'épisode 2 sur Anaxagore. Anaxagore parle du nous. Donc c'est un peu, pour moi, c'est le principe à l'origine de tout. Le principe qui est le principe créateur en ça. Alors on y va, on relance et on écoute. Un jour, j'entendis faire la lecture d'un livre dont l'auteur, disait-on, était Anaxagore.
On y affirmait que c'est l'intelligence qui est cause ordonnatrice et universelle. Cette cause-là, elle me plut beaucoup. Il me semblait que c'était une bonne chose que ce soit l'intelligence qui soit cause de tout. Et je pensais, s'il en est ainsi, si c'est l'intelligence qui met en ordre, elle doit ordonner toutes choses et disposer chacune de la meilleure manière possible. Celui donc qui voudrait découvrir comment chaque chose vient à exister, périt ou est, devrait aussi découvrir quelle est la meilleure manière pour cette chose d'être, de subir ou de faire quoi que ce soit. En m'appuyant sur ce raisonnement, j'estimais que le seul objet d'examen qui convienne à un homme, c'était le meilleur et le mieux, et qu'il en aurait du même coup le savoir du pire, car c'est une science qui s'attache aux deux. Voilà à quoi je réfléchissais, et tout content, je croyais avoir découvert en Anaxagore un maître capable de m'enseigner la cause de tout ce qui est, une cause en accord avec mon intelligence, à moi. Je me figurais donc qu'assignant cette cause-là à chacun d'entre eux en particulier et à tous en général, il allait m'exposer en détail en quoi consiste le meilleur particulier à chacun et le bien commun à tous. Et je n'aurais pour tout l'or du monde renoncé à cet espoir. Aussi, c'est tout plein de zèle que je pris son livre, et je le lus aussi rapidement que j'en étais capable, afin d'acquérir vite la science du meilleur et du pire. Mais cette magnifique espérance, il m'a fallu la quitter, mon ami, et je suis tombé de mon haut. Car en lisant plus avant, je vois un homme qui, de son intelligence, ne fait aucun usage. Il ne lui attribue aucune responsabilité quant à l'arrangement des choses, mais ce sont les actions des airs, des éthers, des eaux qu'il invoque comme cause, avec celles d'autres réalités aussi variées que déconcertantes. Voici à quoi il me faisait penser. C'était comme si un homme disait que d'abord tout ce que fait Socrate, il le fait grâce à son intelligence, et qu'ensuite, se mettant à énumérer les causes de chacune de ses actions, il affirmait en premier que « je suis maintenant assis là parce que mon corps est constitué d'os et de muscles, que les os sont solides, qu'ils le sont par nature et séparés, articulés les uns aux autres, que les muscles, eux, peuvent se tendre et se détendre et qu'avec les chairs et la peau, ils enveloppent les os. Que donc du fait que les os jouent dans leurs jointures, c'est le relâchement ou la contraction des muscles qui en somme font que je suis capable à cet instant de fléchir mes membres. Et telle est la cause en vertu de laquelle, m'étant plié de la sorte, je me trouve assis où je suis. Qui a dit ça? Parce que je découvre en même temps que j'écoute. Arnaud Massé, la meilleure façon de préciser ce qu'entend Anaxagore par le nous, c'est peut-être de partir des objections qu'on lui fait. Ici, c'est celle de Socrate, dans le Phédon. C'est Platon. Ouais, Socrate qui raconte la déception qu'il a eue à la lecture du texte d'Anaxagore, déception qui vient du fait que derrière le terme intelligence, il pensait que cette intelligence, enfin il y mettait, disons, à la fois une dimension morale, il pense que l'intelligence peut expliquer le pire et le meilleur, ce que ne fait pas du tout Anaxagore, mais aussi, disons, une connaissance par cause finale. Il dit, mais on ne peut pas dire, Anaxagore explique le fait que je sois assis ici, tout simplement par le fait que mon corps est composé d'os et de muscles, et que par conséquent, c'est ainsi que mon corps était... Voilà, donc... Platon, et ça c'est admirable, c'est bien ce que je pensais, et ça correspond aux 2 vidéos précédentes, ou 3, je sais pas, que j'ai consacré déjà à Anaxagore. C'est évident qu'il y a du spirituel, qu'il y a quelque chose dans ce nous qui n'est pas que de l'intelligence brute, que du mécanisme, en fait. Et ce que recherche, à mon sens, Platon, Socrate à travers Platon, c'est justement de comprendre pourquoi, dans la création, cette intelligence, en créant le monde tel qu'il est, a inclus à l'intérieur quelque chose qui est inouï, c'est la morale, c'est le bien, le mal, l'amour. Et moi, je rajoute l'extase. Comment se fait-il que ce principe créateur, s'il n'avait pas de lien avec cette essence, s'il n'y avait pas de lien avec l'extase, le principe à l'origine, ce nous, le vide qui a mis en œuvre l'univers, et qui compose l'univers, s'il n'avait pas un lien fondamental avec l'extase, avec l'amour absolu, le monde ne comporterait pas cette dimension. Ça serait un monde matériel, mécanique, qui fonctionnerait, voilà, que
sans affect, sans sensibilité, sans toute cette dimension que le vivant possède dans cette création. Et ça appartient bien au divin, tout ça. Donc le divin, c'est ce qui me fait dire que le divin est l'essence de l'amour, de l'extase, du plus haut degré de la sensation, du plus haut degré de la spiritualité. Ça en est l'essence. Donc c'est pas quelque chose qui est juste matériel, c'est pas que l'atome. C'est pourquoi sur la mécanique universelle, j'ai écrit l'amour est dans l'atome, l'amour est dans le Dieu est dans l'atome en somme. Mais l'amour est dans l'atome. Donc il y a la sensibilité, il y a l'origine de la sensibilité, l'origine de la capacité d'aimer qui est dans les particules élémentaires. C'est déjà là, c'est déjà prévu à ce moment-là dans la création. Et s'il y a de l'amour dans la création, plutôt que de la matière, que du matériel, c'est parce qu'il y a une valeur fondamentale là-dedans. Et les religions ont raison de dire Dieu, donc le principe créateur, est amour. Ils ont raison de parler de l'amour dans le principe créateur. Et c'est pareil de l'autre côté, du côté de l'hindouisme, etc. Ainsi que mon corps est assis, il n'y a aucune volonté ou intention derrière cela. Ces deux objections que fait Socrate se tiennent absolument. Alors comment défend-on Anaxagore, Arnaud Massé? Je pense qu'on le défend en montrant que Socrate se fait une idée du travail d'intelligence qui est la sienne, mais qui ne correspond pas à celle que décrit Anaxagore. Chez Socrate, il est très clair que le même mot que celui qu'utilise Anaxagore, à savoir celui de kosmein, mettre en ordre, faire un cosmos, comme par exemple Socrate, selon Platon, l'a analysé dans le Gorgias 503-504 avec une analogie très très simple, où une intelligence à l'œuvre, qu'est-ce qu'elle fait? Si c'est un meuble qu'elle fait, si c'est un corps qu'elle soigne, ou si c'est un discours qu'elle tient à une assemblée. Dans tous les cas, elle fait que des choses rentrent en ordre et s'harmonisent selon un plan préalable, selon une fin. Donc le menuisier met chaque chose à sa place dans le meuble et il réalise un ordre, un cosmos. De même, le médecin rétablit l'ordre dans notre corps et de même, le bon orateur rétablit l'ordre dans nos esprits. Bien. Donc on ne peut pas dissocier pour Socrate la mise en ordre de l'activité planificatrice d'une intelligence qui anticipe selon une norme du meilleur. Mais maintenant, si on se replace dans les fragments d'Anaxagore, on ne trouve rien de tout ça. Donc il n'y a pas de raison d'embêter l'Anaxagore avec cette affaire. Il lui demande quelque chose qui ne le concerne pas, c'est ça? Alors que le nous d'Anaxagore fait quelque chose de bien plus puissant. Comprenez-le d'abord comme une forme d'hyperperception et d'hypercontact. Ce contact avec toutes les parties infiniment grandes comme infiniment petites d'un mélange infini. Il faudrait imaginer à la limite Matière et mémoire de Bergson. On a le repli qu'est notre cerveau, mais imaginez le flux infini d'images qui s'entraffectent. Et qu'est-ce que c'est qu'être une chose selon Bergson? C'est le fait de se laisser traverser par tous les flux d'images sans en réfléchir le moindre. Imaginez que le nous d'Anaxagore, c'est cette faculté d'être en interaction totale avec le flux infini à l'œuvre dans ce mélange et dans l'univers. Vous percevez tout. Vous êtes comme une membrane hypersensible et diffusée à l'infini. Bon. C'est ça qui la différencie absolument d'une intelligence humaine qui, elle, perçoit des grandes masses, des choses polarisées. Nous percevons des choses lumineuses, des choses sombres. Mais nous savons qu'en chaque chose sombre, comme on peut la diviser à l'infini, nous retrouvons des choses très lumineuses dans cette chose sombre. Donc, c'est de la limitation de notre perception qui nous rend capable de choisir, de trier entre des options qui nous paraissent peut-être l'une meilleure à l'autre. Donc, fonctionner avec une norme du pire et du meilleur, ça ne va que parce que vous avez des choix limités et des choix à faire. Mais si vous percevez tout, et si vous mettez tout en ordre,
Et donc, si vous actualisez tous les possibles, c'est ce que fait le nous. Il n'y a plus besoin de faire des choix. Mais c'est-à-dire que c'est le principe, justement. Et pourquoi l'extase permet cela? Pourquoi l'extase fait que dans cet état d'extase, on aime tout au summum? C'est-à-dire qu'on ne peut plus distinguer les choses entre elles. On ne peut pas dire « ça, c'est mieux que ça ». Je préfère un tel à un tel. Je préfère telle chose à telle chose. On ne peut plus rien distinguer. Parce que tout est à ce niveau-là. C'est-à-dire, on aime au sommet. Le corps, c'est le corps qui est rempli d'amour, c'est pas l'esprit en réalité. C'est l'esprit, c'est lui qui est le moteur qui fait que le corps ressent cet état d'amour absolu. Et donc, on comprend, c'est pour ça qu'on comprend que la création est parfaite, que la création est exactement comme elle doit être, que Dieu, en somme, ne s'est pas trompé, que si les choses sont ainsi, c'est qu'elles doivent être ainsi. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Donc, Leibniz a raison. Et Hegel a raison, et etc., etc. Donc, l'illusion de l'antagonisme, de toutes ces choses-là, du bien, du mal, etc., ça nous sert à évoluer vers la perfection. Mais dans l'état de perfection, tout ça s'est aboli. Et donc, le principe créateur, le nous, il est dans cet état de divin. C'est le divin. Donc, lui, il distingue pas plus que l'extatique qui incarne ce divin. L'extatique ne distingue pas les choses entre elles, et le nous ne distingue pas les choses entre elles, puisqu'il est au contact de la perfection. Donc, il comprend que tout est parfait, évidemment, puisque c'est lui qui a engendré, c'est cette chose-là qui a engendré. C'est absurde de dire lui, c'est ce truc, etc. Le nous, Dieu, c'est ça, etc. On devrait dire cet inconnu, je ne sais pas, pour que ça soit plus écoutable. Pardon. Il met tout en ordre. Vous pouvez même imaginer qu'à l'intérieur du monde dans lequel nous sommes, c'est ce que certains commentateurs ont pensé, il est capable d'avoir mis en ordre des mondes infiniment petits. Peut-être que nous respirons des mondes. Et donc il n'y a plus de possible en réalité, puisque tout est actualisé. Alors il est en train de s'actualiser. Parce que la révolution n'en finit de prendre la masse infinie qu'elle fait progressivement tourner. Mais il faut savoir que lui, il est, comme le dit très clairement un des fragments qu'on a, lui est partout dans l'univers et partout dans le mélange qui n'a pas encore été mis en branle. Parce qu'il fait penser, ce nous, tel que le présente Anaxagore, fait penser au dieu leibnizien, qui lui aussi, Leibniz, qui postule l'existence de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et qui... enfin, on parle de Dieu. En identifiant Dieu à un principe de raison suffisante, lui ajoute, la différence d'Anaxagore, un principe moral. Dieu va choisir de faire passer à l'existence, parmi tous les mondes possibles, le meilleur possible. Est-ce que Leibniz serait comme, j'ose pas dire le dieu d'Anaxagore, mais le nous d'Anaxagore, avec le critère moral en plus? Non, parce que le dieu de Leibniz fait des choix. Il a des choix. Il a des choix. Le nous... Pourtant, il est dans l'infini, ouais. Alors, bon. Mais le nous d'Anaxagore réalise tout. Alors, peut-être que... Voilà. Mais c'est pas qu'il y a pas... il réalise tout. Donc, il réalise les choix aussi. Mais simplement, c'est la totalité. Mais même le dieu de Leibniz, il fait des choix, mais en fait, il est la totalité de la même manière. Donc, c'est la même chose. Alors peut-être que Leibniz est arrivé à... Je connais pas assez, je connais presque pas d'ailleurs tout ça, mais peut-être que Leibniz est arrivé à un moment matérialiste où le cartésianisme, où les choses sont blanc, noir, etc. Tout ça, c'était beaucoup plus prégnant. À l'époque d'Anaxagore, c'était pas possible. La science n'avait pas découpé les choses aussi
de façon aussi caractéristique. Donc, il y avait la place pour un spirituel absolu, pour un truc englobant, pour quelque chose qui était parfait, quoi, dans les choses qui avaient plus la dualité bien-mal aussi costaud. À l'époque de Leibniz, il y a eu le christianisme qui était là et qui avait bien distingué les choses. Et il devait aussi se conformer aux idées du monde chrétien. Il y a moins de possibles devant lui. C'est-à-dire qu'au fond, et ça c'est très intéressant, vous avez ce fragment qui nous parle d'un autre monde que le nôtre. Les choses étant ainsi, c'est le fragment B4A, il faut croire que de nombreuses choses de toutes sortes sont présentes dans toutes celles qui s'associent, c'est-à-dire des semences de toutes choses ayant toutes sortes de formes, de couleurs et de saveurs. Des hommes aussi se sont formés par agrégation, comme l'ont fait aussi tous les autres animaux qui ont une âme. Il ne parle pas de notre monde, là. Les hommes y ont aussi des villes très peuplées et des champs cultivés, comme chez nous. Et ils ont aussi un soleil, une lune et les autres astres, comme chez nous. Et la terre, pour eux aussi, fait pousser, croître de nombreuses choses et de toutes sortes, dont ils font usage une fois qu'ils en ont récolté dans leurs maisons les plus profitables, parmi lesquelles ils récoltent les plus utiles, etc., etc. Les commentateurs s'opposent sur la question de savoir si le monde décrit là qui n'est pas le nôtre. Alors il est où? Est-ce un monde possible? Non, il est réel. Alors, selon certains, c'est un monde qui est dans l'infiniment petit, donc on ne peut être en train de le respirer, celui-là. Ou alors, il est ailleurs dans le mélange infini, où le nous aurait pu, très bien, lui, commencer à faire une autre rotation ailleurs. Ça veut dire que ce que vous voyez, ce qui est frappant dans la description qu'on a ici, la lumière vient de s'éteindre en studio alors que vous parliez, Arnaud Massé, c'est assez surprenant. Les contraires se rejoignent, l'obscurité s'est faite alors que la lumière était là. Je vous en prie, continuez. Le nous se manifeste peut-être c'est ça, pour l'esprit est là. Objection. Je crois qu'il était en studio avec nous, allez-y. Ce que je voulais dire avec ce fragment, c'est que Anaxagore vous décrit un autre monde, le monde que le nôtre, et il insiste sur le fait que ce monde est semblable. Comme nous, les hommes contemplent un soleil et une lune. Comme nous, ils ont fait des récoltes dont ils ont récolté les fruits les plus profitables dans leur maison, etc. Donc, ça veut dire que ce nous, qui fait corps avec une matière infinie, à chaque fois qu'il commence une révolution, que ce soit dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, il polarise les choses de la même manière. Elles ont des propriétés qui préexistent à son œuvre. Il n'a pas le luxe peut-être d'un dieu cartésien ou lamnicien de se dire s'il va faire demain que le lourd aille en haut et le léger en bas, ou si 2 et 2 vont faire 5. Il change pas les coordonnées du système. Donc il y a du donné qui s'impose à lui et qui fait que tous les mondes possibles ont le même visage. Et ils peuvent se mélanger. On va dire que j'exagère, mais je connais des étagères qui se prennent pour des gens. Tout bien rangé dans la tête, tout bien muni d'étiquettes, mon Dieu, que c'est dérangeant. Quand ils sont à leur ouvrage, il faudrait un grand courage pour leur parler sentiment. Dès qu'ils ont baissé la herse, bien malin qui la traverse, ou plutôt bien imprudent, chez moi c'est tout différent. Tout se mélange, quand j'ai peur il faut que je mange, quand j'ai soif je suis en amour. J'ai des sensations étranges, des noirceurs dans mes oranges, du venin dans mes velours. Luc Brisson donne leur terme, un ouvrage consacré aux présocratiques qui vient d'être republié aux éditions PUF. Quelles sont ces choses dont parle Anaxagore et quel est ce grand mélange? Eh bien écoutez, cette critique du grand mélange d'Anaxagore par Aristote. Il semble qu'Anaxagore ait pensé que les éléments sont infinis parce qu'il tenait pour vrai l'opinion commune des physiciens, selon laquelle rien ne naît du non-étant. C'est pourquoi, en effet, il s'exprime ainsi, tout était ensemble. Et que lui a posé que, pour une chose de telle ou telle sorte, naître, c'est subir une altération, une solution. Il a aussi pris cette position du fait que les contraires naissent les uns des autres, et que donc ils sont déjà présents.
Si, en effet, d'une part, tout ce qui vient à l'être vient nécessairement soit d'étant, soit de non-étant, et que d'autre part, parmi ces possibilités, venir du non-étant est impossible, les anaxagoréens pensèrent dès lors que c'était l'autre possibilité qui s'ensuivait nécessairement, à savoir que les choses viennent à l'être à partir d'étant et de choses qui y sont comprises, mais d'étant imperceptibles pour nous du fait de la petitesse de leur masse. Voilà pourquoi ils disent que tout est mélangé à tout, parce qu'ils considèrent que tout venait de tout, mais que les choses apparaissent différentes et reçoivent des appellations différentes les unes des autres à partir de ce qui est prépondérant numériquement dans le mélange des composantes infinies, et qu'il n'y a pas de totalité qui soit purement blanche, noire, douce, chair ou os, mais que ce que chaque chose contient le plus, c'est cela que l'on croit être la nature de la chose. Alors Arnaud Massé, qu'est-ce qu'Aristote reproche à Anaxagore en particulier? Plusieurs choses dans ce texte, notamment peut-être on peut partir de là, il me semble qu'il lui reproche d'affirmer l'existence d'un mélange ou d'éléments qui seraient infinis, puisque pour Aristote, l'infini n'est même pas concevable, il n'existe sans doute pas, il peut parler d'indéfini, et il vit dans un monde qui est fini, apprend-on, en tout cas lorsqu'on lit Aristote. Alors est-ce que c'est l'idée même d'infini qui lui est inconcevable? Ben, c'est inconcevable, sans doute pour Aristote, parce que c'est un monde où le temps n'existe pas. C'est tout. C'est pas ça veut pas dire qu'il n'y a rien, mais c'est simplement le temps n'existe pas. Et on sait maintenant que l'univers, à son origine, le temps n'est pas encore là. Il vient après après le Big Bang, à un certain moment de la création. Donc, en fait, Anaxagore, c'est un hyper spirituel, pour moi. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, c'est un spirituel, c'est un hyper intuitif qui peut comprendre que à l'origine, il y a un principe dont on ne peut rien dire, mais qui est intemporel, qui correspond à ce que les religions disent du divin, en somme. Ça, ce qui serait intéressant de savoir, c'est parce que la communauté juive était présente en Grèce, enfin dans ces bassins là où tout se fait, là où la philosophie se fait, est-ce que déjà il y a l'idée du divin tel que le judaïsme le pense, c'est-à-dire une puissance créatrice à l'origine de l'univers? Est-ce qu'il y a déjà eu des contacts à ce niveau-là? Pourquoi Anaxagore ne parle pas de divin? Comment se fait-il que le divin apparaisse plus tard, après, je pense, au niveau de Platon, etc., que c'est là où ça commence à être intéressé, à intéresser le système. Concevable? Oui, il y a un problème avec l'infinité des éléments. Pour Aristote, c'est un nombre qui ne permet pas de penser la génération à la corruption. C'est ce qui nous explique en effet au début de la physique. Il y a un problème avec l'infinité des éléments et avec l'infinité du monde, puisque c'est ce que Aristote a aussi réfuté dans le traité du ciel, avec des arguments qui sont intéressants sur le fait qu'un monde infini finirait par avoir une vitesse infinie. C'est intéressant parce qu'Anaxagore avait affirmé aussi la vitesse inconcevable de la rotation. Mais disons qu'avec Platon, Aristote est un petit peu isolé dans le monde ancien, contrairement à la représentation qu'on peut avoir. C'est là où on voit à quel point les interrogations sont inouïes chez ces penseurs-là. Ils sont devant un inconnu, mais cet inconnu, on le retrouve exactement, les physiciens sont exactement devant la même masse d'inconnus. Qu'est-ce que c'est qui a mis en œuvre l'univers? Qu'est-ce que c'est que la matière dans son origine? Enfin, tout ce qu'on n'a pas encore compris. Et à l'époque, c'était la même chose. Il fallait pouvoir comprendre qu'est-ce que c'était que la vitesse, comment la vitesse allait s'inclure dans la matière, qu'est-ce que c'était que la matière, comment se constituait la matière, etc. Donc là,
les neurones carburaient, mais à bloc. Ils étaient en effervescence créatrice. Parfois en paraphrasant le titre d'Alexandre Koyré, du monde clos à l'univers infini, que les Grecs vivaient dans un cosmos clos. Mais ça, c'est juste en effet le cosmos d'Aristote qui est devenu, disons, dominant dans l'histoire des idées. Mais avant, quand nous entrons dans le monde des présocratiques, en effet, nous avons affaire à des mondes infinis, des mondes dont on peut affirmer l'infini en acte, et c'est bien sûr ce qu'Aristote va essayer de réfuter, et notamment dans la deuxième partie de la physique. Le cosmos d'Anaximandre, dans le cosmos d'Anaximène, celui d'Anaxagore en particulier, qui sont en effet des infinis. C'est ce que nous a dit le premier fragment, hein, infini. On nous l'a dit depuis le début, c'est très, très précisément infini en quantité, en petitesse, hein, et donc aussi en grandeur. Mais c'est l'idée même de mélange aussi qui pose un problème à Aristote. Mais infini, c'est là où c'est carrément génial et c'est puissant de penser que l'esprit peut créer ça. Il n'y a que l'esprit qui peut imaginer ce que peut être l'infini. L'infini, on le touche. Les physiciens actuels le touchent quand ils font exploser les atomes et qu'ils arrivent à un moment où les particules élémentaires n'existent plus. En somme, c'est plus qu'une position à un moment de leur parcours, une sorte d'énergie, un truc comme ça. Et donc là, en arrivant à l'immatériel, c'est l'infini, parce qu'on ne peut plus le définir. On ne peut plus voir quelque chose de fini à ce niveau-là. Donc, je pense que ces présocratiques sont peut-être plus près que tout ce que la pensée a pu avoir après, parce qu'ils étaient liés à l'intuition pure avec le principe créateur. Et ils expérimentaient très certainement l'extase. Donc, ils étaient en lien avec, ils étaient plus proches, peut-être, de la véritable pensée, du divin, plus proche de la réalité, en somme, telle que la science va la découvrir à force. Le mélange, oui, de tout en tout. Parfois, Aristote se moque aussi avec l'idée que c'est pour expliquer spécifiquement la nutrition qu'Anaxagore en sera arrivé là, puisque il faut penser que c'est par une loi d'identité que se produit la croissance. Hein. J'en profite pour vous lire le fragment B10 qu'on doit à une scolie dans un texte de Grégoire de Nazianze, qui est un fragment d'une grande profondeur. Comment un cheveu naîtrait-il de ce qui n'est pas cheveux, et la chair de ce qui n'est pas chair? Bon, si vous devez expliquer que nous amassons de la chair en nous nourrissant de chair et que manifestement nous mangeons plutôt du pain que de la chair humaine, il faut que vous expliquiez qu'il y ait donc de la chair dans le pain, et donc il y ait de tout en tout pour expliquer que nous nous nourrissions et nous augmentions à partir de choses qui spécifiquement ne nous ressemblent pas. Donc ça, c'est un exemple qu'après Aristote aussi contre la théorie d'Anaxagore, mais qui est peut-être tout de même un peu plus subtil. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y a en toute chose de toutes les propriétés. Et que de la chair, c'est un type de chose dans laquelle certaines propriétés prédominent. Mais quand nous allons ouvrir toute chose dans l'univers que nous connaissons ou dans le mélange initial, nous allons à chaque fois trouver l'ensemble des propriétés. Parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé l'atome. L'atome n'était pas encore conçu. Le fait que nous nourrissons d'atomes, de choses qui sont atomiques et qui en fait vont nourrir notre constitution atomique ou organique. Voilà, il y avait tout ça, on l'a éclairé en réalité, ce qui fait que de quoi on va se nourrir, le lait, etc., va constituer de la chair
que le bébé va grossir, grandir, etc., va se constituer en être humain. C'est une pure merveille d'ailleurs. Des propriétés qui auront été à chaque chose récipiendaire, chaque chose étant récipiendaire de la totalité des propriétés. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de penser qu'il y a de la chair humaine dans le pain, et que ce mélange doit être compris de manière aussi caricaturale. Mais dans le texte qu'on a lu d'Aristote, il y a une description qui est assez fidèle au bout du compte. C'est pas le texte le plus critique peut-être. Il décrit très très bien le fait que pour notre perception, en effet, les choses manifestent des prédominances. C'est intéressant parce cette théorie discute avec des formes de ce qu'on appellerait un nominalisme, avec une théorie de la ressemblance. Deux êtres humains ou deux oiseaux peuvent être des choses qui se ressemblent sans être composées d'un mélange absolument identique, puisque comme vous avez une multiplicité infinie à l'intérieur de chaque chose, puisque nous sommes des foules infinies, eh bien, même entre individus de la même espèce, on peut imaginer qu'il y aura toujours des petites parties différentes entre deux individus. Donc on a une manière de singulariser toute chose. Singulariser toute chose. Grâce à sa composition infinie. On a une manière de penser que les espèces et les genres sont le rassemblement de choses qui se ressemblent plus que d'autres. Donc on a une forme de nominalisme, on peut le dire ainsi. Donc c'est un principe de ressemblance plus que d'identité. Bien sûr, et il vous le dit. Je vais arrêter là. Je suis désolé, j'espère que vous avez compris, j'ai pas tout compris, je suis un peu... C'est un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, peut-être que ça a permis d'éclairer des petites choses. L'intérêt, ça serait peut-être maintenant, il reste encore 10 minutes de cet audio, donc le fait de faire une prochaine vidéo, c'est ce que je vais faire. Et peut-être que ça serait intéressant de lire ces fragments, de voir un petit peu ce que... de les lire, parce que là, on les lit on les découvre à travers ces animateurs, ces professeurs de philosophie, Arnaud Massé, et puis la personne qui anime l'émission. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous avez un peu d'intérêt pour ça, des pouces, des avis, s'abonner, c'est gratuit, etc., etc. Envoyer des liens, établir des liens, envoyer des liens à vos amis, le lien à vos amis, établir des liens avec votre site, allez visiter le site Mécanique Universelle et laissez des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci, au revoir.